Où va le monde du jeu de société? Excellente question. On va essayer d'y répondre ensemble. Alors, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner à votre compagnie. Une question qui a été posée par mon ami Simon du Passe-Temps qui se demande où va le monde du jeu? J'ai bien une réponse, je pense qu'il va vers là. où va le monde du jeu de société en ce temps de changement. Parce que oui, effectivement, il y a un changement dans le comportement des jeux qui sont disponibles sur le marché, des consommateurs, et c'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Quel est l'avenir de notre hobby qui nous passionne tous? J'ai moi-même personnellement fait le changement de carrière récemment pour intégrer directement le monde du jeu de société, sachant que ce changement-là s'en venait. J'avais vécu la même situation dans ma compagnie de construction parce que j'ai eu une carrière dans le monde de l'architecture et de la construction. J'ai vu certains changements qui étaient similaires et l'industrie du jeu est quand même relativement jeune. C'est une industrie qui est en train de prendre de l'essor. La COVID a vraiment mis de l'avant le jeu de société. Il y a beaucoup de monde qui ont découvert cette passion-là durant cette période-là et on est en mode de consolidation présentement. On le voit avec les éditeurs, on le voit avec les consommateurs. Et oui, il y a beaucoup de jeux qui sortent à chaque année. Et comment faire face à cette nouvelle réalité-là? C'est probablement ce qui a inspiré la vidéo que mon ami Simon a fait. Parce que oui, pour un créateur de contenu, pour une boutique, ça devient difficile de suivre tous ces sorties-là et on se sent un peu dépourvu devant cette prolifération-là de jeux de société, donc de produits qui nous sont proposés, qui ont évolué avec le temps, parce qu'effectivement, peut-être que c'est la crise de la trentaine pour mon ami Simon, j'en doute. C'est probablement le fait qu'il en a vu beaucoup, malgré son jeune âge. Il est dans le monde du jeu depuis toujours. Moi, j'ai presque le double de son âge. J'en ai vu passer toutes sortes d'évolutions. Et on se retrouve dans une situation où, oui, effectivement, il y a plus de jeux, mais il y a plus de jeux de qualité. On a vu une grande amélioration au niveau de la qualité des jeux. Il y a une diversité maintenant qui est incroyable, puisqu'on peut trouver la thématique de tous les types de jeux. Il y a une mixité, parce qu'il y a des jeux européens qui ont été influencés par des jeux américains, par des jeux allemands, et ça fait en sorte que le gameplay est de plus en plus riche. Et il y a effectivement une évolution au niveau du prix, parce que oui, les prix sont à la hausse. Ce qui était notre hobby était réputé comme étant un divertissement bon marché, accessible à tous. C'est encore le cas, mais on a vu une tendance vers l'augmentation des prix avec cet attrait-là le FOMO en rentre en partie, donc le Kickstarter, les autres plateformes de socio-financement faisant en sorte qu'on offrait de plus en plus de choses à l'acheteur. Et pour rivaliser, on se devait d'avoir des produits de plus en plus de qualité, donc de plus en plus chers, avec de plus en plus de contenu. C'est compliqué de suivre, encore plus pour les boutiques qui ont une manne de produits disponibles et les consommateurs qui, eux, n'ont pas d'excuse présentement de trouver le jeu qui correspond à leur goût parce que tu peux vraiment maintenant être ultra spécifique et il y aura sûrement sur la planète ludique un jeu qui va répondre à vos propres goûts, qui va trouver exactement ce que vous cherchez. Donc, c'est cette réalité-là dans laquelle on est présentement. C'est sûr qu'on ne peut pas tout jouer à tous les jeux, on ne peut pas tous les tester. C'est un peu un sentiment d'insécurité par rapport aux influenceurs qui, eux, aimeraient pouvoir parler de tous les jeux. C'est maintenant impossible. Au même titre qu'une critique de jeu, une critique de film ne peut pas avoir vu tous les films. Il va se spécialiser dans un type de cinéma où il va aller voir des grandes productions pour pouvoir en parler ou des productions plus nichées, mais tout comme dans le milieu du cinéma, les influenceurs, les créateurs de contenu devront se spécialiser vers des types de jeux qui leur correspondent. Moi, j'ai commencé avec des jeux solo, j'en ai fait beaucoup au début de ma carrière, j'en fais encore beaucoup.
Et on voit toutes sortes de chaînes, toutes sortes d'influenceurs qui vont apparaître sur ces différents créneaux-là. Les boutiques qui vont devoir, eux, se spécialiser. La clé, ça va être de connaître sa clientèle, au même titre que l'influenceur doit connaître son public et faire du contenu en lien avec son public. La boutique va faire de même en connaissant ses clients autant que possible et en ayant cherché des produits qui vont répondre, selon lui, aux spécifications que sa clientèle désire. On ne pourra pas avoir tous les jeux dans une boutique, on ne pourra pas présenter tous les jeux sur une chaîne et les consommateurs ne pourront pas avoir tous les jeux dans leur bibliothèque. C'est un fait. C'est un créneau qui est en expansion. Et ce qu'on doit être, les différents acteurs du jeu, c'est d'être un facilitateur, de permettre à ces gens-là d'entrer, d'être une porte d'entrée vers le monde du jeu de société. Et c'est à ça que sert tout l'environnement dans lequel le monde peut aller s'informer. Mais ceux qui écoutent la vidéo présentement, c'est probablement des gens qui sont déjà convaincus, qui connaissent déjà le jeu. Et c'est pas directement par cette vidéo-là qu'on va pouvoir les convaincre. Il y a d'autres plateformes qui commencent à émerger, qui sont les TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux, qui vont permettre peut-être d'aller chercher plus directement je vais appeler les jeunes, mais ce n'est pas que des jeunes, tout le monde peut rentrer à tous les âges dans le monde du jeu de société, mais donc ça va permettre d'élargir, si on veut, le cercle de consommateurs, et c'est ce que tout le monde veut, qu'il y ait de plus en plus de gens qui jouent. Parce qu'au final, on vient au monde, on est enfant et on découvre la vie par le jeu, et plus tard, il n'y a pas de raison de ne pas... Il n'y a personne qui ne peut pas aimer jouer. Ceux qui vous disent le contraire, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert le jeu, leur porte d'entrée, le jeu qu'ils vont découvrir cet univers-là et qui vont pouvoir, après ça, s'émerveiller vers le jeu qui est pour eux. Les boutiques se doivent d'être présentes, nous on appelle ça des boutiques SP, donc spécialisées en jeux de société. C'est la pierre angulaire, c'est le haut de la pyramide, c'est eux qui sont le porte-étendard de la santé de l'univers ludique. Donc, c'est essentiel au réseau. Tout cet écosystème-là, il faut que ces boutiques-là soient en avant de la parade, permettent aux gens de découvrir le jeu. Donc, ils ont, par cette connaissance-là du jeu, la facilité de donner une porte d'entrée vers les gens qui découvrent ces jeux-là. C'est la même chose pour les influenceurs, c'est la même chose pour les animateurs dans des pubs ludiques. Vous êtes tous et chacun la porte d'entrée de quelqu'un vers cet univers-là. Et ça, c'est important de mettre ça de l'avant, de partager le plaisir. Alors, c'est sûr qu'on ne commencera pas avec des gros jeux, ça va être plus des jeux accessibles. C'est beau de voir les gens s'émerveiller devant un nouveau jeu qui, nous, ça fait des centaines de fois qu'on joue, mais eux, ça leur permet de découvrir un nouvel aspect et de progresser, d'évoluer dans le monde ludique. Et ça, moi, à chaque fois, c'est ma récompense. C'est ce qui fait en sorte que j'adore faire ce que je fais. Je suis là pour ça, pour le plaisir de cette découverte-là, pour le partager avec les gens. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, je vous propose peut-être de faire un petit topo des statistiques que j'ai reçues récemment. Donc, tout est arrivé en même temps. J'ai eu Martin Lafollière qui m'en a parlé dans le podcast. On en a parlé donc cette semaine. Il y a la vidéo de Simon qui est arrivée. Et j'ai reçu également une espèce d'étude de marché de la santé du monde du jeu de société en France. Donc, ça se limite à la France, mais il y a beaucoup de parallèles à faire avec le Québec et l'ensemble des marchés. Donc, je vous propose de regarder ces différentes statistiques-là et de les commenter pour vous prouver que le monde du jeu de société, il est en santé. Panorama, donc du secteur du jeu de société, mieux comprendre décrypter le secteur culturel, c'est fait par le regroupement interprofessionnel du jeu de société. Il y a 65% des personnes âgées de 18 ans et plus qui disent aimer les jeux de société. Donc ça, c'est un premier constat important parce qu'avant, on se cachait pour dire qu'on aimait le jeu. Maintenant, on le déclare haut et fort. 65% des gens, de façon générale, disent qu'ils aiment les jeux de société. Et 90% des jeunes âgés de 18 à 34 déclarent aimer jouer. Ils en consomment moins de jeux de société que de jeux vidéo. C'est un secteur qui est en forte expansion. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs importants qui se sont maintenant intéressés. On a vu Asmodée prendre une certaine consolidation. Hachette s'est mis en positionnement également là-dessus. Et il y a maintenant toute l'industrie du jouet
qui faisait vraiment une bande à part avant et qui commence vraiment à s'intéresser comme Hasbro, qui a recruté Eric Lang pour faire des jeux. Et on va voir cette tendance-là qui va s'accélérer. Goliath également qui a fait association avec Lucky Dog Game. Donc, on va voir cette tendance-là qui va s'accélérer. On parlait d'un secteur de 300 millions d'euros en 2013. Et dans 10 ans, 2023, on est passé à 550 millions d'euros, donc une progression de 83% en 10 ans. On voit une très, très forte croissance de façon continue. Le million de boîtes vendues, on passe de 21 millions en 2013 à 30 millions en 2023, donc c'est 42% d'augmentation au niveau du nombre d'unités vendues. Et on parle de 90 000 boîtes vendues par jour en 2023 de jeux de société, donc c'est immense pour le marché français. Ça fait partie des milieux économiques qui sont très dynamiques. Donc l'Allemagne est très forte, la France est très forte, les États-Unis sont très bien. Nous, au Québec, ici, on représente presque 50% de ce qui se fait au Canada au complet. Donc on a un micro-climat ou un micro-environnement qui est très, très propice aux jeux de société. Prix moyen d'une boîte, 18,3 € pour l'année 2023, je crois, et on parle de plus de 1000 nouveautés par an. Ça, c'est uniquement sur le marché français, parce que pour mes statistiques à moi, dans BGG, je recense au moins le double de nouvelles sorties par année, donc sans compter les extensions et toutes sortes de choses qui vont sortir. Donc, c'est beaucoup de nouveautés. On ne peut pas jouer à tous ces jeux-là, c'est évident, mais ça a fait en sorte qu'il y en a pour tous. Au niveau des éditeurs, on parle de 150 éditeurs francophones qui sont présents et une dizaine de distributeurs majeurs au niveau du jeu de société. Au niveau des auteurs, on parle de plus de 1000 auteurs et autrices de jeux de société au niveau de la francophonie. On parle qu'à peu près 5% des auteurs qui vivent de leur redevance de jeu. C'est surtout dans la durée, dans les multiplications des titres qui fait en sorte que ça devient un revenu constant et sécurisant. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne vivent que de ça. Il faut continuellement mettre de nouveaux titres de l'avant. Donc, on les connaît tous. Il y a des auteurs incontournables du monde du jeu qui sont là depuis des années. Mais il y en a qui commencent à percer. Il y a beaucoup de monde qui s'essaie. Il y en a qui font, la plupart du temps, font ça en façon parallèle à leur réalité économique, donc à leur vie professionnelle. C'est ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on n'est pas obligé d'être... il n'y a pas d'études en jeu de société. Ils commencent à en avoir, mais généralement, c'est des gens, des passionnés qui vont mettre de l'avant un projet qui les passionne avant tout et qui, de fil en aiguille, pourra devenir éventuellement une profession. On parle de 850 artistes illustrateurs du monde du jeu. Principalement, ce n'est pas que des illustrateurs de jeux de société. Il y en a à peu près 5% qui ne font que de l'enjeu de société, mais la plupart font différents types d'illustrations pour différents types de médias, ça va de soi. Les détaillants, 1200 points de vente, dont 400 qui vendent exclusivement des jeux de société, donc ce que j'appelle les boutiques SP. On en a beaucoup moins ici au Québec, mais on a quand même un réseau qui est très parallèle à celui de la France, donc beaucoup de similitudes. C'est moins le cas aux États-Unis, des boutiques spécialisées, il n'y en a pas énormément comparativement à la population. La consommation se fait également différente, c'est beaucoup par des grandes chaînes. Et là, il va falloir trouver le moyen d'intégrer ces gens-là dans différents créneaux de distribution. Parce que oui, des jeux comme Skidoo, Robirami peut rentrer dans des grandes surfaces, des jeux comme Kawale aussi, mais Wingspan. Et là, ici, j'ai même Dungeon Twister, qui est un vieux jeu qui va être édité. Ça me fait rire parce que moi, c'est mes portes d'entrée qui commencent à revenir dans le jeu de société. Alors, on voit qu'il y a une maturité dans le secteur parce qu'on atteint ce qu'on appelle l'âge d'or quand on commence à rééditer différents classiques. Et mais pourquoi faire ça? Ça existe déjà, mais pour une personne qui rentre dans le milieu, c'est toujours une nouvelle découverte pour eux. C'est toujours nouveau. Donc, il y a toujours des gens qui vont avoir un premier contact avec ces jeux-là. Donc, c'est important que ça reste en vie, que ça soit là. Café ludique, il y en a plus de 200 en France. Proportionnellement, je pense qu'on en a une bonne proportion au Québec, puisqu'on a le 10e de la population de la France, qui ferait 20 cafés ludiques. On en a beaucoup plus que ça. Juste dans le réseau Randolph, on en a 8. Ludothèque, on parle de 1400 ludothèques fixes et mobiles. Ça, c'est de loin supérieur à ce qu'on a ici au Québec. Et même chose pour les 500 festivals organisés chaque année. Nous, c'est peut-être notre lacune ici. On commence à en voir. Je vous ai présenté Ludicon récemment. C'est un organisme qui va commencer à le faire à Montréal.
Il y en a d'autres, mais on n'est pas dans ces ratios-là. Et ça, je pense qu'on devrait s'améliorer de notre côté, de ce côté-ci. Et vous avez plus de 400 clubs de jeux, des assos de jeux. Nous, c'est très... ça n'a pas cette tournure-là, des associations de jeux. Ça n'existe pas à proprement dit. Il y a des regroupements de joueurs qui vont s'associer, avoir une page Facebook, puis se réunir pour jouer. Mais ce n'est pas organisé de la même façon en association avec une ludothèque partagée comme vous avez. Ça existe peu ici au Québec. On parle des collaborateurs, donc c'est 7 groupements professionnels, que ce soit au niveau des auteurs, des illustrateurs, des ludothèques et tout ça. Et c'est beaucoup de gens qui, au bout de ça, gravitent autour de cet univers-là. C'est sûr qu'on va avoir des choses qui vont changer, mais il faut se dire que ce n'est que pour le mieux. Il faut juste apprendre à saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc, c'était mon bref survol de retour sur la vidéo de mon ami Simon, qui a sa réalité de commerçant comme étant propriétaire de boutique, qui a sa réalité d'influenceur parce qu'il parle du monde du jeu. C'est quelqu'un qui connaît très bien les jeux, mais c'est ça, on s'aperçoit qu'il y a de beaucoup plus encore qui arrive, donc c'est difficile de saisir lesquels il faut être au présent, lesquels il faut avoir joué, lesquels on va recommander, lesquels nos clients vont aimer, lesquels je vais être capable de vendre. Et ça, ça peut être angoissant parce qu'il y en a de plus en plus. Je pense qu'il faut se faire confiance et il faut comprendre, comme j'ai dit, notre clientèle et essayer de cibler ce qui va leur plaire. Même chose dans nos pubs, on choisit des jeux qui sont des jeux d'ambiance, des jeux divertissants, parce qu'au bout de la ligne, on veut que le client parte heureux de chez nous. On veut partager le plaisir, on veut partager cette découverte ludique-là. Et quand on rencontre un groupe, on ne va pas choisir le plus connaisseur du groupe, on va aller choisir la personne qui connaît moins le jeu de société pour qu'au bout de la ligne, c'est cette personne-là qui soit heureuse en sortant, ce qui fait en sorte que tout le monde va être heureux et on va avoir des clients qui vont avoir découvert, ils vont avoir passé une belle soirée, ils vont avoir découvert de nouveaux hobbies, ils vont revenir, ça va être de nouveaux partenaires de jeu pour vous et moi et ça, ben, c'est ce qu'on veut tous. On veut que cette communauté-là grandisse et qu'on soit donc plus nombreux, ce qui va être positif pour tout le monde. Donc, pour répondre à la question « Où va le monde du jeu », ben, je peux répondre qu'il se démocratise et ce n'est que pour le mieux. Donc, voilà pour mon bref survol de ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Partagez-moi vos coups de cœur du moment, puis vos ressentis par rapport à cette conversation-là. Puis, on reviendra de temps en temps faire ça. Des pensées ludiques. Au revoir. Bonne semaine à tous. Bye.